Donc, j'accueille Olivier Roland, qui vient d'arriver. Je vous laisse monter sur le plateau. Tristan Rodriguez, je vous laisse monter sur le plateau aussi. Ça va. Et Romain Jouffre. Donc, bonjour à vous trois. En préambule, simplement, parce que certains m'ont demandé pourquoi les EPV présents à cette journée rencontre. Je voulais donner un code d'excellence à cette journée, un code d'exigence qu'on a dans nos métiers, d'un code de qualité dans nos formations. Et ça me semblait important d'associer cette journée avec donc le label des entreprises patrimoine vivant. Voilà. Merci pour votre collaboration et votre excellence dans les collaborations avec les architectes et architectes d'intérieur. Merci Richard. Parce que c'est effectivement justement ce qu'on va aborder aujourd'hui à travers vos trois témoignages et donc le métier d'art aussi comme étant un autre partenaire du projet, mais encore plus que ça. Donc on commencera avec vous, Tristan Rodriguez. Donc vous êtes le président, c'est ça, hein, du réseau Excellence EPV sur le secteur Hospitality et Contract. Alors, vous nous expliquerez un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi, quel est un peu l'intérêt de ce réseau. Ensuite, on aura le plaisir de parler avec Romain Jouffre. Romain, vous êtes le dirigeant de Jouffre Atelier, qui est un atelier historique de tapisserie et de fabrication de meubles. Et vous nous expliquerez justement en quoi ça consiste de collaborer avec un artisan d'art. Et puis ce qui est intéressant aussi par rapport à ces labels EPV qui soulignent donc en effet l'excellence des savoir-faire, c'est la présence aussi donc d'Olivier Roland avec nous. Donc Olivier, vous êtes le directeur commercial, c'est ça, de THG, donc un fabricant de robinetterie. Vous travaillez avec un outil vraiment industriel, donc à la différence de Romain par exemple, mais n'empêche que vous avez quand même cette culture du métier d'art et que finalement ce qui vous rassemble aussi c'est un peu cette idée d'accompagner la créativité des architectes et des architectes d'intérieur sur leurs projets et puis vous en plus Olivier avec de manière double en collaborant à la fois sur des projets mais en sollicitant aussi la collaboration d'architectes et d'architectes d'intérieur. Mais du coup, donc pour introduire un peu cette histoire de label et de l'importance aussi du coup de la mise en réseau de ces savoir-faire, un peu finalement comme ça peut se passer sur la mise en réseau des architectes et des architectes d'intérieur pour vraiment augmenter les qualités des projets. Donc je vais vous donner ce micro-là, Tristan. Voilà, là vous avez votre petite... Mais j'ai quand même oublié de dire aussi que vous êtes président du réseau Excellence EPV Hospitalité Contract, mais vous êtes aussi chef d'entreprise quand même. Oui, c'est une... Et d'ailleurs vous faites comme Olivier. Entre autres, on est plus que confrères, effectivement, c'est ça. Donc je vous présente, merci Maëlle pour cette présentation. Je vous dis aussi, parce que j'ai oublié de vous le dire, je vous ai rajouté une petite slide quand même. D'accord. Qui vous permet de vous présenter de manière C'est la slide surprise, c'est ça? Voilà, une petite slide surprise pour que vous puissiez vous présenter ça se fonctionne là, Maëlle, du coup générale. Voilà, c'est ça. D'accord, super. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci Maëlle pour cette introduction. J'en profite en préambule pour remercier chaleureusement la CFAI et son président Richard Bagur pour cette charmante invitation et puis pour le travail formidable que vous réalisez. Effectivement, comme vous le disiez Maëlle, j'ai un peu une double casquette dans la vie. Dans la vie de tous les jours, je suis entrepreneur. Je suis à la tête... Ah oui, effectivement, ouais, ok, on va dire ça. Je suis entrepreneur donc, et à la tête, j'ai la chance de diriger le groupe Kramer. Pardon, ok, oui, c'est vrai qu'il y a la caméra en plus. Le groupe Kramer qui donc est spécialisé dans la fabrication de robinetterie et de céramique sanitaire, de robinetterie depuis 1980 et de céramique sanitaire depuis 1889. Avec le rachat de l'usine Jacob de Lafont dans le Jura. Ce que j'aime à dire en fait, c'est que ce groupe, et vous allez comprendre la jonction avec les EPV, parce que je suis là pour parler bien sûr des EPV, mais la jonction est toute naturelle puisque en fait ce groupe s'inscrit aujourd'hui et va inscrire dans ses statuts comme entreprise à mission le rôle de préservation et transmission du savoir-faire français en plaçant l'humain au cœur du système. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je pars du principe qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme, nous sommes très peu de choses sur cette terre et j'aime œuvrer, j'en parlais avec Olivier juste avant, j'aime œuvrer pour des projets qui sont plus grands que nous et qui nous dépassent. Ça, c'est vraiment véritablement ce qui m'anime au quotidien et ce qui explique donc la seconde casquette avec le label EPV où je vais reprendre à partir de décembre officiellement la présidence de la division Hospitality et Contract.
appuyé, vous allez voir, je vais vous présenter un petit peu tout ça, mais aussi vous présenter le label. C'est un label pour lequel je me suis pris d'affection parce qu'il y a des savoir-faire tout à fait extraordinaires. J'ai la chance d'être entouré de personnes, déjà des hommes et des femmes. Il y a des femmes aussi, bien sûr, dans ce réseau qui ont des savoir-faire tout à fait extraordinaires et surtout de très belles personnes. Et je me suis pris d'affection pour ce réseau que j'ai décidé de défendre. Donc voilà un petit peu pour la présentation globale. Donc un petit mot quand même sur le réseau Excellence, le label EPV. C'est un label qui a été créé en 2005 par l'État français. C'est le seul label d'État aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, qui vient mettre en lumière et distinguer les entreprises françaises qui disposent d'un savoir-faire rare que l'État estime, et que le label donc estime important de préserver et de transmettre. Ça, c'est vraiment la mission du label qui repose sur 3 missions. Fédérer, donc c'est savoir-faire à la fois complémentaires et c'est savoir-faire de manière générale. Également les accompagner dans leur démarche, on n'est pas tous au même niveau de chiffre d'affaires, de positionnement tarifaire, enfin bref, il y a plein d'interrogations que se posent les EPV et l'EPV vient aider pour ça. Et également donc de faire rayonner ces entreprises du patrimoine vivant. Donc quelques chiffres, aujourd'hui le label EPV, c'est 1035 entreprises labellisées qui sont réparties donc dans 8 catégories, 8 univers. Je vais en citer quelques-unes. Vous avez l'architecture et le patrimoine bâti, la gastronomie, les arts de la table, l'ameublement et la décoration. Bref, je ne vais pas tous vous les citer, mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est 59 000 emplois aujourd'hui en France pour, et ça c'est super intéressant comme donnée, 14,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui sont réalisés à 53% à l'international. Ce qui vient montrer aussi que ces savoir-faire exceptionnels sont extrêmement plébiscités à l'international. Donc voilà un petit peu. Ces 8 univers sont également, on répartit, on va dire, ces 8 univers sur 12 régions différentes sur la France. C'est la puissance du label, c'est sa présence territoriale. Moi, je suis un fervent défenseur, Olivier le sait, de la réindustrialisation de la France, de par mes activités. Et pour moi, la réindustrialisation, elle passe bien sûr par les territoires. C'est une condition sine qua non. Il faut être ancré dans nos territoires et comprendre nos écosystèmes pour pouvoir rayonner. Et on a des présidents de région qui font un travail formidable. J'en profite pour saluer le travail de notre président de région Auvergne-Rhône-Alpes, Grégory Laurent, et de son bureau qui fait un travail formidable. Et heureusement qu'ils sont là pour pouvoir faire rayonner ces savoir-faire. Donc je tiens à le dire, on a une équipe tout à fait incroyable. Donc voilà un petit peu comment on est organisé. Et donc dans ces 8 univers, moi je découvre le label, je rencontre Tristan Devide qui est un autre Tristan pour le coup, qui est président du label, qui est un garçon, je pense que mes camarades le diront, formidable et un homme juste exceptionnel, qui a eu une dynamique, qui a impulsé une dynamique très très intéressante, mais on était un peu tous frustrés, on est tous répartis dans des univers, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Et on a décidé de prendre notre destin en main en créant des verticales métiers. Donc j'ai impulsé, je suis pas tout seul bien évidemment, d'impulser ce projet d'hospitality et contract en fédérant, on va dire, des savoir-faire complémentaires autour de l'architecture et du patrimoine bâti, des arts de la table, de la décoration d'intérieur, enfin bref, toutes les EPV qui se reconnaissent et qui sont impliqués dans ces réseaux, pour pouvoir les fédérer et se donner 3 missions. La première, les promouvoir auprès de vous, architecte d'intérieur, et je précise aussi architecte, je sais que c'est une notion que Richard met beaucoup d'importance dessus, donc les architectes, les décorateurs, peut-être vous montrer... Effectivement, l'écosystème. Excusez-moi, je suis très mauvais en slide. Slide qu'on a réussi à dompter d'ailleurs. Mais pas... Non, mais ça va, vous inquiétez pas. J'arrive à avoir donc la vision du réseau. Voilà un peu l'écosystème du réseau Excellence, enfin de la division Contract, où vous allez retrouver bien sûr les architectes, les décorateurs, les groupes hôteliers, la promotion immobilière, les marchés publics d'État, puisque le label EPV, c'est donc un label d'État qui fait un travail de lobbying très fort aussi auprès des institutions. Et vous allez le voir de par nos partenaires, en fait, on a des connexions très très étroites avec le gouvernement, avec le mobilier national, enfin bref, énormément de données. Les écoles et les formations, parce qu'on part du principe que on a besoin aussi de transmettre nos savoir-faire et c'est important d'avoir des passerelles directes avec ces instituts, enfin ces formations et ces écoles pour pouvoir justement transmettre nos savoir-faire et pouvoir faire perdurer ces fameux savoir-faire. Le politique, parce que effectivement, il faut faire bouger les mentalités. Ça, c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur. Donc pour fédérer et pour œuvrer sur ces 3 missions que sont les nôtres, fédérer ces savoir-faire complémentaires, les accompagner, parce que quand je parle d'accompagnement, on parlait de problématiques ou de vision, on va dire, à long terme.
On est tous confrontés aujourd'hui au sujet de RSE, d'intelligence artificielle, de transmission transgénérationnelle, puisqu'on a aussi des sociétés qui vont devoir transmettre de génération en génération ces savoir-faire-là. Bref, il y a tout un tas de questionnements qu'on se pose et auxquels on est confronté. Donc on va aider ces sociétés à franchir, on va dire, un peu ces défis futurs qu'ils doivent rencontrer, et aussi les faire rayonner. Donc ça, c'est la 3e mission du label, les rayonner grâce à justement le réseau du label EPV et une équipe en fait qui va nous aider autour de cela. Donc, comme on fait aucun projet tout seul, on a décidé de fédérer une équipe d'ambassadeurs. Je vais vous en présenter quelques-uns parce que la liste est un peu longue, mais elle est juste extraordinaire parce que c'est que des gens qui sont extrêmement bienveillants, talentueux et qui nous aident au quotidien. Certains sont dans cette salle parce que je vois que vous citez l'équipe de Domo Déco. Qui est là-bas, notre cher Cyril Maudre et Anne-France. Et Anne-France qui est là. Ouais, et Anne-France, qui sont 2 personnes qui font un travail formidable que j'apprécie énormément. Mais voyez un petit peu la liste donc des ambassadeurs. Notre ambassadeur principal est Jean-Michel Villemotte en personne, qui nous fait confiance et qui fait un travail pour le réseau tout à fait incroyable. Mais vous avez aussi Patrick Join, François Azambourg sur la partie design, Oscar Dehono, Fabien Roch pour la partie architecture. Vous avez Gilles Bonan qui est l'ex-CEO de Roche-Beaubois. Enfin, bref, c'est tous des compétents, ils ont tous des compétences et des domaines d'expertise qu'on va pouvoir venir apporter aux EPV. Et dans l'écosystème que vous avez vu précédemment, moi je pars toujours du principe, et j'en parlais avec Olivier, des intérêts convergents. C'est-à-dire qu'on va apporter une solution directe aux architectes qui correspondent à vos besoins et à vos projets. Voilà. L'idée, c'est vraiment de venir coller aux besoins aussi des personnes qu'on va rencontrer. Donc voilà un petit peu. Au niveau des partenaires, on retrouve bien sûr le ministère de l'économie où nous sommes directement rattachés, la direction générale des entreprises, BPI, enfin bref, voilà les traditionnels. Mais donc on a aussi Domo Déco qui nous rejoint et je suis ravi de les avoir avec nous. Oui, parce que c'est vrai que, je fais juste une micro-parenthèse, mais la question des médias, en fait, elle est très importante en fait dans la communication et la valorisation et l'explication aussi surtout de ces disciplines et de la manière dont elles travaillent ensemble, qu'il s'agisse en effet des savoir-faire qui sont défendus à travers le réseau Excellence, mais finalement aussi par le savoir-faire des architectes et des architectes d'intérieur qui eux-mêmes vont venir solliciter ça et ces savoir-faire spécifiques. Et pour donner une cohérence, justement, il faut connecter. Vous voyez, vous avez Jacques-Olivier Chauvin, qui est, par exemple, le CEO de la division Hospitality du groupe Fauchon, qui nous rejoint. Il faut de l'hôtellerie, il faut mettre en connexion avec un architecte, un décorateur, peut-être un peu de politique. Bref, ces écosystèmes additionnés viennent donner de la puissance, on va dire, à cette action. C'est un peu l'idée. Et donc, dans les partenariats, on va retrouver aussi le Mobilier National, qui nous fait confiance. D'ailleurs, on fera l'inauguration au Mobilier National en décembre. L'inauguration au Mobilier National grâce à l'appui de Hervé Lemoine, qui est président du Mobilier National, qui nous fait confiance. Donc, bon, voilà un petit peu. On a décidé de se prendre en main, de prendre notre destin en main et d'agir et de coller, en fait, surtout de créer une action qui colle aux besoins des EPV pour faire rayonner un maximum nos savoir-faire. Donc, voilà un petit peu pour la présentation global, je crois est-ce qu'il y avait encore une slide? Non. Bah, écoutez, voilà, c'est parfait. J'espère avoir tenu les 10 minutes. J'en profite juste et je fais la passe décisive à mes chers confrères. Je tiens à vous dire que justement, vous allez découvrir 2 belles sociétés qui ont un savoir-faire extraordinaire, mais surtout qui sont garants d'un savoir-faire détenu par des femmes et des hommes qui sont, tout à fait assez extraordinaires. Donc voilà un petit peu pour moi. J'espère avoir été assez précis et concis. Non, c'était super, mais même volé ma transition vers Romain. Alors vous voyez. Parce que bon, j'imagine donc Romain Jouffre. Vous allez prendre la parole maintenant et puis nous présenter d'une part les ateliers Jouffre qui sont donc labellisés EPV depuis 2006 et si j'ai bien compris, c'est une des premières entreprises en fait qui a obtenu ce label. Exactement, comme Tristan l'a expliqué, le label a été créé en 2005 et on a fait partie, on va dire, de la première promo et je crois que depuis notre label a été renouvelé 4 fois ou 3 fois. Et alors, vous donnez comme mission, alors bon, on va pouvoir rentrer dans ça, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça souligne aussi cette notion de synergie, et en fait vraiment pas qu'entre les architectes et les architectes d'intérieur, mais que votre mission finalement c'est de supporter la création ou en tout cas de l'aider à aller plus loin en mettant votre savoir-faire à vous et votre créativité aussi à un moment au service de la créativité des autres. Et du coup, vous allez aussi introduire quand même un autre professionnel dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, qui est le designer, mais qui est aussi finalement une partie prenante de cet écosystème. Donc voilà, je vous laisse nous raconter un peu justement comment vous travaillez avec les créatifs et comment vous travaillez à valoriser ces créativités. Merci Maëlle et merci à Richard Bagur bien sûr de m'avoir proposé de participer à cette journée avec vous tous qui êtes mes clients et qui faites vivre mon entreprise.
Donc les ateliers Jouffre, peut-être rapidement. Donc moi, je suis président des ateliers Jouffre. Je suis le fils de Charles Jouffre, qui est le fondateur, artisan fondateur de notre maison, créée en 1987, l'année de ma naissance. Et donc mon père, lui, était artisan tapissier. Il a pris sa retraite en 2019, et donc depuis, je suis à la tête de cette entreprise artisanale, dont le cœur historique est à Villeurbanne, métro République, mais aujourd'hui on est aussi une entreprise présente à l'international, puisqu'on a notre atelier principal à Lyon qui a 70 personnes, dont une quarantaine d'artisans. On a un très bel atelier à New York que j'ai développé pendant 9 ans avec 55 personnes maintenant dans le quartier du Queens. On a un bel atelier aussi historique créé par mon père à Rabat en 90 qui s'occupe du marché marocain, avec 25 artisans. On est en train de changer d'atelier. Et puis, c'est tout neuf. J'ai visité la semaine dernière nos nouveaux ateliers de Londres aussi, mais pour le moment, c'est 2 personnes. Alors, le métier de tapissier, en réalité, c'est plusieurs savoir-faire, comme beaucoup de maisons artisanales. Nous, on a 3 métiers vraiment principaux. Le premier métier qui représente le plus de chiffre d'affaires aujourd'hui pour nous, c'est le métier de tapissier en siège. Donc, c'est la réalisation et la fabrication de fauteuils, de canapés, de chaises, mais aussi de lits, de têtes de lit. Donc, voilà. Ensuite, il y a le métier de tapissière en décor. Et là, c'est la réalisation de rideaux, de stores, de voilages, de dessus de lit, de parmentage de sommiers, de coussins. Et enfin, le dernier savoir-faire, c'est le savoir-faire du tapissier villier, parce qu'il va en ville installer les décors, les rideaux, et aussi la tenture murale, donc le tissu tendu sur les murs. Voilà, ça c'est nos 3 savoir-faire auxquels on est très attachés et qu'on s'efforce de faire vivre. Rapidement, quelques dates clés, mais je les ai déjà un petit peu parcourues. La création en 87, en 90, la création de Scènes d'intérieur, l'entreprise marocaine qui est devenue Jouffre Maroc en 2020. En 2001, mon père commence à aller aux États-Unis. C'est un premier virage pour la notoriété de l'entreprise. Il crée la société à ce moment-là. 2006, le label OPV. 2014, mon arrivée dans la société qui s'est fait conjointement avec l'ouverture par mon père d'un véritable atelier à New York, puisqu'avant ça, les réalisations américaines étaient faites à Villeurbanne et puis envoyées aux États-Unis, où on avait 2 collaborateurs qui les réceptionnaient et qui les installaient. À partir de 2014, on s'est mis à véritablement produire aux États-Unis. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là, donc il y a eu un bel alignement de planètes pour moi qui m'a permis de vivre une aventure magique, parce qu'à mon arrivée, on était 5, et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, aujourd'hui, on est plus de 50. En 2019, on rénove nos ateliers historiques de Villeurbanne. Certains d'entre vous les connaissent. Et puis, voilà, 2021, une page importante aussi à New York, puisqu'on a déménagé maintenant dans un atelier de 2000 m² dans le Queens, et peut-être que là, on va doubler la taille. On est en train d'essayer de récupérer l'atelier d'à côté, parce qu'évidemment, le marché américain est énorme pour une entreprise comme la nôtre. J'en reparle pas trop, on a la chance d'être labellisé EPV depuis 2006, c'est une vraie belle marque de reconnaissance pour nous, et ça crée des belles synergies aussi avec les entreprises labellisées. Ce que j'aime bien dire aussi par rapport à notre métier, c'est qu'on est à votre service, et donc on peut faire le grand écart. Et là, on voit sur une photo l'Opéra Garnier, puisqu'il y a une quinzaine d'années, je crois, on a eu la chance de rénover, enfin pas de rénover, de refaire tous les décors du Grand Foyer, sous la direction d'Alain-Charles Perrault. Et puis à droite, on a un projet beaucoup plus contemporain de Pierre Jovanovic, qui est un de nos gros clients depuis plus de 10 ans. Et voilà, ça c'est important pour moi, parce que on n'est pas, nous, véritablement les créatifs, même si on fait preuve de créativité. On est au service des architectes d'intérieur, et on va là où ils nous emmènent. Et je suis très attaché au fait de garder ces savoir-faire, à la fois dans la création de mobilier plutôt contemporain, vous verrez, c'est plutôt notre image, mais aussi des choses beaucoup plus traditionnelles. D'ailleurs, en ce moment à Lyon, toute mon équipe de couturières est en formation décor, justement. Alors le thème un petit peu qu'on avait envisagé avec Richard, c'était créer avec un artisan d'art. Comment nous, au quotidien, on collabore avec nos clients architectes d'intérieur, architectes parfois, et décorateurs.
Alors je reviens peut-être rapidement justement sur notre raison d'être, qu'on a travaillé collectivement en 2019, quand j'ai à un moment donné ressenti le besoin quand même de recentrer un petit peu les choses et de savoir vraiment ce qu'on avait au fond de nous. On a fait un travail collaboratif à Lyon. Je voulais que ça vienne quand même du cœur de l'entreprise qui est à Lyon. Et aujourd'hui, notre raison d'être, c'est d'accompagner les esprits créatifs grâce à notre maîtrise des métiers d'art et à notre capacité d'innovation. C'est quelque chose avec lequel je suis hyper à l'aise, et mes collègues aussi aujourd'hui, parce que voilà, il y a vraiment cette notion on est au service des architectes d'intérieur, et on le fait par notre maîtrise des métiers d'art. On l'a vu, il y a plusieurs métiers autour de ces métiers de la tapisserie. Et puis c'est cette capacité d'innovation, parce que mon père, je crois, a toujours eu une approche très moderniste de son métier. On n'est pas on ne travaille pas ce métier comme il se travaillait au 18e ou au 19e. Mon père a toujours eu ça en tête, de se dire, si ce métier il évolue pas, il va finir par mourir. Alors sur la création, voilà, j'ai voulu commencer juste par quelques exemples. On va se concentrer sur le mobilier aujourd'hui, mais quelques exemples de créations qu'on a aujourd'hui la chance de faire pour nos clients. On va avoir le fauteuil Bear de Pierre Jovanovic, on va avoir des modèles pour Studio Parisien, qui est une agence parisienne évidemment. Au milieu, évidemment, cette réalisation sur laquelle je vais revenir après, qui est le fauteuil Royer, enfin le canapé Royer Polar Bear, qui est un modèle iconique qu'on a la chance de réaliser depuis quelques années. Et puis voilà, d'autres modèles un peu étonnants, un lit de Charles Zana, une chaise en haut à droite de Pierre Jovanovic, un canapé pour Aline Daman de Culture in Architecture, et puis au centre en bas en cuir, un modèle de canapé pour Noé Duchaufour-Laurence, qui est designer. Quelques autres modèles, toujours des modèles Jovanovic. Au milieu en bas, un meuble que j'adore aussi, qui associe un autre savoir-faire, un autre métier rare, qui est le métier de menuisier en siège, puisqu'il y a quelques années, on a racheté la moitié d'une entreprise de menuiserie en siège dans les Vosges, Nicolas Souchet. Voilà, alors notre métier, c'est vraiment d'accompagner. On ne se voit pas que comme des fabricants, on se voit vraiment comme des artisans au service des architectes d'intérieur, mais on est beaucoup plus qu'un fabricant. Vous allez voir qu'on intervient sur le design, et puis on intervient bien sûr dans la sélection des étoffes, dans la sélection des tissus, et c'est ce ping-pong qu'on fait avec nos clients, à mon avis, qui apporte de la beauté, de la richesse et de la valeur ajoutée. On invite évidemment nos clients à venir constamment à l'atelier. Pour moi, c'est le seul moyen de véritablement créer avec un artisan d'art. Il faut qu'il y ait cet aller-retour. On ne peut pas juste nous envoyer un dessin et après s'en remettre à notre compétence. Il faut qu'il y ait un échange, plusieurs allers-retours. Et je pense que pour créer un très beau meuble, comme ceux qu'on a vus sur les images d'avant, il faut 3-4 voyages à Lyon, normalement, pour nos clients, où ils vont voilà, ajuster, dessiner, tailler, sculpter les prototypes avant d'arriver au modèle qui sera le bon et qui, lui, va normalement rencontrer un succès, on l'espère. Alors j'ai voulu m'appuyer sur 3 exemples pour voir 3 exemples un petit peu différents de comment on peut fonctionner avec nos clients. Le premier, c'est une collection qui s'appelle Acrostic pour le designer israélien Raphaël Navo. Alors là, voilà, c'est vraiment un designer, Raphaël. Donc le process, il est un peu plus simple, on va dire, parce que Raphaël, lui, il dessine déjà le canapé de manière extrêmement précise. Les dessins que vous avez à l'écran, c'est les dessins de Raphaël et de ses équipes. Donc on a quelque chose qui est déjà très très abouti. Et nous derrière, ça c'est toujours les dessins de... Non, là c'est les dessins de Jouffre à droite. Donc là, nous, on va commencer à préciser les hauteurs d'assises, les hauteurs de dossier, les inclinaisons, tout ce qui va faire l'ergonomie de son fauteuil. Et là, on va quand même lui donner des recommandations. C'est un peu court ce que tu as fait en profondeur. Tu n'as pas pensé à mettre une inclinaison dans l'assise, c'est importantissime. Donc voilà, on va commencer à affiner. Et puis, bien sûr, derrière, il y a toute la partie que le client ne connaît pas, ne voit pas. Ça va être vraiment le dessin technique. Comment on peut donner vie à ce meuble-là véritablement pour qu'il soit structurellement viable, confortable. Et donc, ça va passer par, évidemment, toute la partie dessin de carcasse, qu'on appelle aujourd'hui, c'est pas très sexy, la partie menuiserie. Et puis, le plan de moussage. Quelle mousse on va utiliser, à quel endroit, est-ce qu'il y a des ressorts, est-ce qu'il y a un guindage, etc. Ensuite, là, on a une autre approche complètement différente, l'approche d'un décorateur architecte d'intérieur qui est Shahan Minassian. Et là, le point de départ, c'est ce petit croquis qui nous remet ultra basique, fait sur un coin de table. Mais pour nous, c'est tout aussi intéressant, voire parfois un peu plus intéressant même, parce que là, on a plus de place, nous, pour nous exprimer avec nos équipes de designers à Lyon.
Et là, voilà, derrière ça, c'est directement les dessins de Jouffre. Donc sur la base de ce petit croquis et peut-être de dimensions un peu approximatives qui nous sont communiquées par le bureau de Shahan, nous, là, on va vraiment rentrer dans le détail, encore une fois, des dimensions du meuble. Et puis à droite, on commence à voir, on va modéliser en 3D la carcasse pour pouvoir la transmettre à notre menuisier en siège. Et à nouveau, on va arriver au dessin encore plus technique de la composition même de notre meuble. Un autre exemple que je trouve assez magique, là, qui est encore un troisième cas de figure, c'est la réédition d'un modèle iconique. Donc il y a quelques années, Vladimir Markovitch, que vous voyez au centre, qui est l'héritier de Jean Royer, qui était un grand architecte d'intérieur des années 50, est venu nous voir en disant, voilà, je voudrais rééditer ce meuble iconique de mon grand-oncle décédé. Et là, pour nous, évidemment, c'était un peu magique, parce que c'est un meuble qu'on voit passer aux enchères, qui n'a presque plus de valeur aujourd'hui, tellement c'est complètement dingue, et tellement les collectionneurs du monde entier se les arrachent. Et là, on a encore travaillé de manière différente. Là, il n'y a pas vraiment de dessin à faire, c'est plus un travail de recherche sur les dessins d'origine de Jean Royer. Et là où par contre nous on a apporté une valeur ajoutée, c'est comment recréer ce meuble aujourd'hui, 50 ans plus tard, de manière plus homogène, parce qu'un des soucis c'est que tous les Royers qui existent sur le marché sont tous différents les uns des autres, ils venaient d'ateliers différents, ils étaient faits par des artisans différents, mais aujourd'hui la demande fait que voilà, notre client voulait que les modèles soient très homogènes, qu'ils soient tous similaires, et puis on voulait pas non plus travailler comme ça se travaillait à l'époque, de manière très traditionnelle, avec du crin cardé à la main, piqué à la main par les artisans, ce qui faisait aussi que ça manquait d'homogénéité. Pour autant, notre client voulait absolument que le meuble soit réalisé avec des matériaux 100% naturels. Ce qui n'est pas forcément notre habitude, parce que chez Jouffre, on travaille beaucoup la mousse sur le meuble. Et là, on s'est retroussé les manches et on a réinventé une façon de travailler qu'on appelle le néo-traditionnel chez Jouffre. Et on s'est... Alors voilà, c'est un guindage suspendu, pour le coup plutôt traditionnel, mais après, on a utilisé des matériaux très contemporains, comme par exemple le crin animal, le crin de cheval pré-piqué sur un jersey, qui nous permet d'avoir des couches de crin très homogènes. On a travaillé la fibre de coco, le rubber crin, qui est un crin animal avec de la colle, comment on dit, latex. Bon voilà, donc c'est une toute nouvelle méthode. Et ça nous a permis de recréer, de redonner vie à ce meuble iconique de Jean Royer, qui est le Polar Bear. On voit là d'autres dessins techniques. On a évidemment modélisé. On avait un client qui était d'une exigence énorme sur ce meuble, donc ça a été un long process. Mais aujourd'hui, ça marche très très bien. Et ce canapé qui pourtant vaut une véritable fortune, il se vend comme des petits pains. Alors nous, on reste une entreprise artisanale. Hein. Quand on fait 5-10 canapés dans l'année, on est enfin, Royer, je parle, on est très heureux. Et puis un dernier exemple encore, qui est encore différent, qui est une belle histoire, c'est le fauteuil asymétrique qui a fêté ses 10 ans il y a quelques mois, qu'on a créé avec Pierre Jovanovic, grand architecte d'intérieur parisien. Et j'adore cette histoire que mon père m'a racontée maintes et maintes fois, parce que c'était en réalité au départ mon père qui sollicitait beaucoup Pierre en disant « Pierre, vous avez un talent incroyable, s'il vous plaît, dessinez un fauteuil, on aimerait pouvoir créer avec vous un fauteuil ». Et puis bon, Pierre, il avait d'autres chats à fouetter, il avait des projets partout, et puis un jour il lui a dit « Bon voilà, j'ai cette petite céramique d'Armelle Benoît, qui est une artiste céramiste, je voudrais qu'on parte de ça ». Alors là, c'est le génie pour moi de Pierre, hein, qui nous donne cette petite céramique. Et de là, voilà, on se met à dessiner avec lui, avec ses équipes. Hein, c'est des ping-pong. Il y a des dessins qui sont à eux, des dessins qui sont à nous. Ils retouchent, ils viennent à l'atelier, on sculpte la mousse, on dessine sur le prototype, etc. On fait 4-5 prototypes, et puis finalement, on arrive à aboutir à un fauteuil qui aujourd'hui est un peu un best-seller pour nous. On en réalise plus de 100 par an pour les projets de Pierre Jovanovic et pour les autres architectes d'intérieur qui achètent aujourd'hui chez Pimo, Pierre Jovanovic Mobilier. Donc voilà un petit peu pour vous raconter le processus créatif chez Jouffre et la collaboration avec les architectes d'intérieur pour créer du mobilier. Merci beaucoup Romain, et ce que je trouve très chouette en fait, et qu'on peut aussi retenir de ça, c'est que... Alors, merci. C'est qu'en fait, il y a de la synergie créative, technique, et puis il y a de la synergie entre les époques aussi. Et ça, je trouve ça assez chouette, parce que finalement, l'innovation, elle ne va pas forcément aller se trouver là où on le pense. Et je trouve que ça, c'est plutôt aussi très, très intéressant sur
sur le projet. Avant qu'on puisse échanger tous ensemble, du coup, on va passer la parole à Olivier parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'a dit Romain qui ont dû résonner assez fort dans votre esprit, parce que finalement, alors sur un tout autre secteur, mais cette collaboration pour vous avec les architectes et les architectes d'intérieur, elle se déroule aussi un peu de cette manière-là. Bonjour à tous. Alors, exercice difficile, parce que essayer de rebondir après les propos de Tristan, Romain, sans répéter, ça va être compliqué. Vous me compliquez l'exercice, là. Je vais rapidement vous présenter THG, mais volontairement rapidement et essayer d'aller directement sur le sujet qui est de parler de vous, les architectes d'intérieur. THG, on existe depuis 1956, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 8 filiales dans le monde. On est très tourné vers l'export. L'ensemble des métiers ont été conservés, donc tous les métiers sont internalisés. Et ça, c'est la grande force de THG. Vous allez le comprendre pourquoi après, dans notre vision qui est la nôtre, qui est une vraie vision projet. Toutes les étapes sont maîtrisées. Je vais pas vous parler de toutes nos séries, mais je vais rebondir sur l'importance de votre métier. Alors, je pense que le savoir-faire, vous l'avez abordé. Je vais pas utiliser THG pour valoriser le savoir-faire. Si on est EPV, c'est qu'on l'a. Mais je vais plutôt parler de vous. Et de l'importance de votre métier d'architecte d'intérieur et notamment la très grande responsabilité qui me semble être la vôtre sur le fait que vous pouvez porter notre développement. Nous, on fabrique, on transforme, on écoute. Mais s'il n'y a pas de projet, on n'existe pas. Donc le point de départ, c'est le projet. Et ça, c'est ce qui, depuis 23 ans, m'anime chez THG. Je suis directeur commercial, c'est surtout pas faire de commerce, mais d'écouter le projet. Les meilleures idées, les meilleures créations de produits, vous n'allez pas me contrarier sur ce point-là, c'est le projet, ça vient du projet. Voilà. Les savoir-faire, on les a. Et pour nous, quand on commence à collaborer avec un architecte d'intérieur ou un designer, c'est extrêmement important. On a externalisé la création. Notre métier, c'est d'être des transformateurs de laiton. C'est pas d'être créateur d'objets. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a externalisé. On a un bureau d'études qui est très puissant et on écoute. Bel exemple avec l'agence Gilles & Boissier à Paris où on nous demande de travailler sur un projet de robinetterie. Donc là aussi, comme pour toi, Romain, des dessins qui nous ont été proposés assez précis, avec des points de détail. Là, on parle de robinetterie, on parle d'un projet qui est l'hôtellerie, donc on intègre aussi les notions d'exploitation. Là, on parle de l'hospitality, mais on va être aussi très à l'écoute du souhait de l'architecte d'intérieur, de la cohérence en termes de design, mais aussi puisqu'on vend un produit technique. Nous, on est rattaché dans les appels d'offres au lot CVC plomberie. Bon, c'est pas toujours super vibrant, mais ça nous amène des contraintes techniques. Alors, il y a aussi ça qui est hyper intéressant. Plus on est en amont de votre projet, plus on le comprend, plus on va avoir un produit qui va être extrêmement abouti dans sa réflexion design, mais dans sa réflexion technique. Ça, c'est aussi un point qui est important. D'autant plus important pour nous qu'on vend un produit qui est technique, qui est normalisé. On doit répondre à des normes. Donc, c'est aussi un point sur lequel on pourrait débattre. Très belle collaboration avec Gilles & Boissier, qui nous permet, pour nous, en tant qu'industriels, de pouvoir répondre spécifiquement sur un marché qui était le Ritz Madrid. Alors évidemment, travailler avec les architectes d'intérieur, il y a aussi de la stratégie business. Il n'y a aucun philanthrope autour de nous. À un moment donné, nous sommes des chefs d'entreprise. Il faut que ça nourrisse un écosystème. Ça nous a permis d'avoir ce chantier qui était le Ritz Madrid. Et puis, ça nous a permis de pouvoir intégrer cette série-là dans notre gamme. Donc, on édite. Donc, là aussi, c'est hyper intéressant pour nous, puisqu'on a externalisé le design. Ce sont les architectes d'intérieur, les designers, qui nous permettent de renouveler nos catalogues. Juste avant que, sur Gilles, parce que, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé, par exemple, là ?
Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? C'est de pouvoir réinterpréter un dessin. Ils avaient travaillé avec Baccarat sur la réinterprétation d'un produit. Ils voulaient retrouver ce côté à facettes, 10 facettes. C'était vraiment la spécificité du produit. Sortir du croisillon 4 branches et puis travailler sur un trident. Et de travailler sur une homogénéité qui est extrêmement compliquée parce que quand vous mariez des courbes et des lignes tendues, je peux vous dire que nous, en termes de réalisation sur le décolletage et le polissage, entreprise du patrimoine vivant et savoir-faire, ça s'exprime pleinement, là. Voilà. Évidemment, l'intérêt lorsqu'on travaille avec un nom comme Gillet-Boissier, pour nous, industriels, c'est de pouvoir créer de la récurrence de chiffre d'affaires et créer de la lisibilité. Exister, c'est aussi exister grâce à la portabilité d'un projet, la communication que l'on va pouvoir mettre autour de tout cela. Dans le cadre de nos entreprises, on parle d'humain, on parle d'histoire. J'ai choisi de parler de cette rencontre, parce que c'était vraiment une rencontre, avec Pierre-Yves Rochon, qui a été une rencontre déterminante dans l'évolution de TAG. TAG, on a été créé en 1956, on a eu fait de la robinetterie industrielle, on a été très souvent dans l'ombre et sous-traitant. La marque TAG Paris, elle existe depuis très très peu de temps, on va dire un peu plus de 20 ans. Pierre-Yves Rochon, c'est 17 ans de collaboration, c'est 9 séries, et il nous a fait travailler quelque chose qui est hyper intéressant, comprendre le projet et travailler la matière, le mix and match. À la base, nous, on fabrique de la robinetterie, quelque chose qui est très basique, fonctionnel. Qu'est-ce qui fait qu'on peut l'élever au rang de produit de luxe ou produit premium? C'est pouvoir intégrer des matières. Et un architecte d'intérieur, vous faites que ça, vous travaillez la matière. Donc pour nous, c'est extrêmement vibrant de pouvoir travailler avec cette sensibilité de l'architecte d'intérieur, c'est de pouvoir ramener de la matière. Pierre-Yves Rochon, le premier travail, ça a été de pouvoir ramener de la céramique. Je voulais rajouter que Pierre-Yves Rochon est architecte d'intérieur CFAI également. Voilà. Il fait partie de nos membres, de nos 800 membres aujourd'hui. Voilà. Merci Richard pour cette précision. Mais donc ça a vraiment été une collaboration très riche et qui a permis aussi de pouvoir mixer les savoir-faire et de pouvoir nous associer à des belles maisons françaises comme Lalique, comme Baccarat. Et c'est ce qui nous a permis d'élever la robinetterie à un produit vraiment haut de gamme. Je reviens presque de la joaillerie en fait. Oui, là, on est complètement dans la joaillerie. Alors après, il y a une autre notion que j'aimerais aborder aussi, entreprise du patrimoine vivant, maison française. Par réflexe, on a tendance à se dire compliqué à prescrire sur certains projets parce que ça peut être cher. Bon. Oui, dans certains cas, mais pas que. On a aussi une grande capacité dans nos organisations d'ateliers à pouvoir répondre sur du produit premium. Ça veut dire que, par exemple, TAG, on ne va pas faire uniquement le Georges V ou le Ritz. On peut aussi travailler sur du résidentiel privé et sur des gammes plus simples. On en a exposé quelques-unes. Je vous invite à venir sur des projets un peu plus... oui. Aussi contemporain. J'allais y venir, j'ai cité 2 grands noms, et puis on a aussi des très très belles rencontres. Architecture 54, j'aime beaucoup ce qu'ils font, très contemporain, très moderne. Donc c'est aussi cette approche-là. On essaie toujours d'y amener notre spécificité d'entreprise. Un peu nouvelle génération aussi, architecture 54. Complètement, nouvelle génération. C'est ça qui est intéressant, je pense. Et il nous booste, parce que alors c'est ça aussi qui est hyper intéressant et ce qui est extrêmement challengeant. C'est lorsqu'on rencontre les architectes, lorsqu'on vous rencontre, généralement, vous nous emmenez vers des chemins où on ne sait pas trop qu'on va être capable de le faire, mais vous, je sais pas, vous avez une boule de cristal, vous devinez qu'on va arriver à le faire. Et c'est hyper important. Pour TAG, ça a été déterminant de ne pas créer
avec notre bureau en interne. Parce qu'à chaque fois, ça nous a mis dans des difficultés, et ça nous a permis de faire évoluer nos savoir-faire. Romain a abordé quelque chose de très juste. Les savoir-faire, il faut qu'ils évoluent sans cesse. Il faut qu'on se rappelle d'où on vient, il faut que la main reste extrêmement présente dans la transformation, mais il faut qu'on évolue, il faut qu'on intègre des nouvelles matières. Et ce travail qu'on avait fait avec Architecture 54 a été hyper intéressant. Un produit très moderne. C'est l'adaptation, c'est ça, ce que si je recentre, d'un c'est produit de la customisation. Qui existe, voilà, customisé pour le projet. Voilà. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. On a nos produits catalogues, mais on peut personnaliser, on peut customiser. Le mix and match, par exemple sur une série comme ça, c'est utiliser une partie du grès cérame ou du marbre et puis de donner cette petite signature sur la robinetterie. C'est quand on est en hôtellerie, on a tous eu l'expérience de ne pas comprendre comment fonctionne la douche. Ouais. Oui. Ça arrive à tout le monde. On va faire vraiment attention sur les gravures mécaniques, la signalétique. Et même si on est sur un hôtel sur lequel il n'y a que 20, 25, 30 chambres, donc on n'est pas dans un schéma industriel, voilà. Nous, j'aime à dire qu'on est un gros artisan qui s'est industrialisé. Donc on a vraiment construit l'entreprise en mode projet. Et c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps dans vos agences. Et c'est ça la grande force des entreprises du patrimoine vivant, c'est de toujours fonctionner en mode projet et de ne pas être des porteurs de catalogue avec des solutions préconçues. Je trouve que c'est une très belle conclusion, Olivier. Merci. Parce que c'est vraiment tout l'objet de ça. Et ça montre tout ce qu'on essaye de dire en fait, depuis ce matin. Vraiment sur l'idée que le collectif est essentiel en fait, dans toutes les approches de projet, et finalement peu importe où on se situe, et encore plus quand on travaille comme ça avec des savoir-faire qui sont en effet vivants et qui vont avoir cette capacité à s'adapter au projet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est aussi une donnée très importante, pouvoir personnaliser des lieux, mais en respectant quand même un certain nombre de contraintes malgré tout budgétaires. J'ai envie du coup de vous demander finalement de réagir chacun, mais vraiment de nous dire en quelques mots pour vous, c'est quoi le métier vraiment d'architecte d'intérieur en fait. Ce qui vous apprend, je crois qu'on l'a assez bien compris, parce qu'en fait il vous apprend à faire vivre votre savoir-faire. Mais les architectes d'intérieur, les designers, vous êtes les boosters de notre entreprise. Hein. Voilà. Alors, j'aime pas trop rentrer en mode business, mais bon, je suis directeur commercial, donc je vais rentrer quand même un petit peu. Vous êtes nos moteurs de chiffres. C'est réellement ça. Pas de projet, pas de chiffres. Et pas de projet, on se renouvelle pas. Donc, c'est vraiment, vraiment important de comprendre que sur le territoire français, il y a des belles entreprises. Il y a des schémas plus d'organisation artisanale, des sociétés artisanales, mais il y a des sociétés comme les nôtres qui ont la capacité à pouvoir faire du petit projet et du gros projet. Oui, bien sûr. Merci, Olivier. Je suis évidemment parfaitement en phase avec ça. Moi, il y a une petite anecdote que je peux raconter qui illustre pourquoi, pour moi, le métier d'architecte d'intérieur est si important. Souvent, ces dernières années, les gens me disent « Mais Romain, vous avez une belle image, vous êtes présent à l'international, pourquoi tu ne crées pas une ligne de meubles? Pourquoi vous ne devenez pas une marque à proprement parler ?» Et je refuse catégoriquement cette idée-là. Je ne veux pas prendre la place de mes clients. En toute humilité, je ne pense pas qu'on ait votre créativité. Et notre raison d'être, on l'a travaillé vraiment, ça a été un long process, c'est d'accompagner les esprits créatifs. Vous êtes les esprits créatifs, et nous, si on ne vous a pas, notre savoir-faire, il est presque inutile, j'ai envie de dire. C'est parce que vous donnez vie à notre savoir-faire que vous nous poussez aussi, parce que parfois, nous, souvent, on a le nombre de projets chez Jouffre, on parle souvent de moutons à 5 pattes. Les architectes d'intérieur viennent chez nous en nous demandant de réaliser des choses. Au début, notre première réaction, comme tout le monde, c'est impossible. Et puis finalement, on se casse un peu la tête parce qu'on a envie de vous plaire, on a envie de résoudre aussi vos équations. Et donc, ça nous emmène toujours plus loin dans notre travail. Et donc, du coup, voilà, vous nous faites vivre d'un point de vue commercial, mais aussi d'un point de vue de l'évolution de nos métiers.
Merci. Je vous laisse la conclusion du coup. Juste pour terminer, vous êtes aussi, et je rebondis sur ce que viennent de dire mes deux camarades, vous êtes des créateurs d'émotions. Je crois que c'est quelque chose aussi qui est hyper important quand on parle d'un projet luxe, premium, peu importe, c'est des créateurs d'émotions. Et ces émotions, elles viennent véhiculer nos savoir-faire. Quand vous vous baladez dans nos usines, quand vous venez justement à la rencontre de ces femmes et ces hommes qui ont eu cette flamme dans les yeux, qui sont issus de 5-6 générations de savoir-faire, vous êtes ces vecteurs-là. Vous nous permettez de créer cette émotion et de comprendre en fait pourquoi le projet est spécifique. Pour moi, le luxe, je le termine, pour moi c'est quelque chose, c'est une notion que j'aime bien aborder. Le luxe pour moi, c'est l'exclusivité. Peu importe, c'est pas une question tarifaire, on en parlait tout à l'heure, de luxe par spéculation, ça j'y crois absolument pas. Le luxe pour moi, c'est aussi bien un produit de chez Romain, de chez Olivier, où effectivement il faut débourser une certaine somme pour de la personnalisation, parce qu'il y a de la technicité, etc. Que quand je me suis retrouvé dans mes montagnes espagnoles avec ma fille pour la première fois, c'est ce genre d'émotion, des moments qui vous marquent profondément dans votre histoire, et ces savoir-faire, vous êtes les vecteurs justement. Sans architecte, sans décorateur, sans projet de manière générale, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a pas de cette technicité. Donc merci à vous aussi, parce qu'on passe notre temps à nous remercier aussi sur les savoir-faire, mais merci surtout à vous, parce que sans vous, eh bien on n'existerait pas, tout simplement, quoi. Oui, je voulais dire, dans une journée où on parle de transversalité architecte intérieur, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'architecture intérieure, les architectes sont partie prenante aussi de projets avec nous, il faut les associer à cette créativité également. C'est vrai que là on est dans l'infiniment petit, on travaille l'objet, on travaille effectivement le voilage, etc. Mais je veux associer les architectes également, parce que c'est le but de cette journée, de cette synergie, puisqu'ils sont aussi porteurs de projets, ils intègrent aussi les architectes d'intérieur dans leurs projets, et ils sont aussi sensibles à des échanges créatifs avec les architectes d'intérieur. Voilà. Et je vais rebondir parce que ça c'est tout à fait vrai. Quand on veut vraiment caler un projet, il y a toute une chaîne de décision, et nous qui faisons un produit technique, ne pas comprendre qu'il faut aller aussi voir l'architecte d'intérieur pour comprendre les contraintes techniques du bâtiment, sur les intégrations des corps encastrés, sur les normes d'usage, sur les normes hydrauliques. On travaille pas à ce point de départ, on n'arrive pas à l'étape du design. Ça, c'est une certitude. Merci. Promis, c'est pas moi qui aurai le dernier mot. Mais je tiens juste à remercier quand même Richard, parce que là je remets effectivement ma casquette EPV. Merci pour ton soutien, parce que le soutien que tu vas nous apporter aussi avec la CFAI, et donc que vous allez nous apporter, est extrêmement précieux. Je suis très fier de t'avoir avec nous, et j'espère en tant qu'ambassadeur, mais aussi en tant que partenaire, pour pouvoir créer justement ces belles histoires ensemble. Je tenais à le souligner quand même sur ce mot de la fin pour nous, quoi. Merci beaucoup.